Le monde est en train de regarder la mort de ce peuple. Et en fait, on ne fait rien. Je suis Marie-Elisabeth Ingres et je reviens de 4 semaines à Gaza en tant que coordinatrice d'urgence. Je voulais y aller à Gaza parce que je connaissais du personnel. Et donc c'était important de voir sur place comment ça se passe, comment les gens vivent. Parce que je pense qu'en fait, on ne se rend pas forcément compte de cette situation et de l'ampleur et de la gravité de ce qui se passe sur place. Pour quelqu'un comme moi qui connaissait Gaza avant, on ne reconnaît rien, on n'a plus aucun repère. Si on va dans le nord de Gaza, ce sont des kilomètres qui sont détruits. Donc on a 2 millions de personnes qui sont entassées dans une zone extrêmement réduite. Et eux, ils n'ont plus aucun accès à la santé, à la nourriture, à l'eau dans certains endroits. Et nous, on ne va pas y aller parce que c'est trop dangereux. Ce qui fait que ces personnes-là sont en train de se dégrader jour après jour. Et plus on attend, et plus ce sera difficile de les soigner. Les gens ont faim, les gens ne mangent qu'un repas par jour, et donc évidemment, ils sont anémiés, et donc la conséquence, ça va être une fragilité de toute façon grandissante, et peut-être moins de résistance s'ils tombent malades demain. On aimerait faire beaucoup plus, mais on ne peut pas faire beaucoup plus parce qu'on est limité par les Israéliens qui ne nous autorisent pas à envoyer plus d'approvisionnement que ce que nous faisons aujourd'hui. Donc en fait, ça n'est pas vraiment dans nos mains. Nous, on essaie de se débrouiller comme on peut. Il y a une très grande solidarité, je trouve, entre toutes les organisations humanitaires sur place. Et il y a toute une politique que je trouve assez perverse, qui est en fait de donner des autorisations au compte-gouttes. Donc en fait, on ne peut jamais prévoir, on ne sait jamais combien de temps on va avoir d'approvisionnement ou de carburant. Le plus marquant pour moi, c'est ces conditions de vie qui sont devenues quelque part extrêmement basiques pour eux, alors qu'avant, tout le monde était dans une maison avec l'eau courante, l'électricité. C'est de voir cette mer de tentes dans le sud à perte de vue. J'ai cherché les latrines, j'ai pas trouvé en fait. Je sais pas s'il y en a, mais il y en a très peu. C'est de voir ces gamins qui sont pas plus hauts que 3 pommes et c'est eux qui vont chercher l'eau et avec les gros jerrycans, attendre avec une gamelle qui a une distribution alimentaire quelque part. On voit des gens qui risquent leur vie pour aller chercher la nourriture. C'est quand même moi la première fois dans ma vie d'humanitaire que je vois que des distributions alimentaires sont mortelles à ce point-là. C'est totalement inacceptable et personne ne dit rien ou presque. Il n'y a aucune règle. Donc en fait, c'est le premier servi qui arrive, ce qui fait que les femmes, les enfants, les personnes âgées, les handicapés, ils n'ont aucune chance d'avoir accès à la nourriture. Donc c'est la loi du plus fort. C'est pas ça l'humanitaire. Il se passe quelque chose qui est au-delà d'une simple guerre. C'est-à-dire qu'au jour le jour, on entend qu'il y a eu un bombardement contre une maison, un appartement, une tente dans la rue, et peut-être qu'il ciblait quelqu'un, mais autour de cette personne-là, il y avait une quinzaine ou une trentaine de personnes. Ce n'est pas que c'était parfait avant, hein. Il faut pas oublier que Gaza, c'était quand même sous un siège et qu'il y avait des difficultés d'approvisionnement d'électricité, qu'il y avait des difficultés pour aussi les évacuations médicales. C'était un vrai combat pour faire sortir les gens malades. C'était une prison avant, et ça l'est encore plus aujourd'hui. Les gens ne peuvent pas sortir. On ne leur donne pas le choix de rester ou de sortir. Donc ils sont complètement pris au piège. En discutant aussi avec des gens, ils sont fatigués, ils sont désespérés, ils s'inquiètent énormément pour leurs enfants quand on parle à des parents. Parce que si au début de la guerre, il y avait encore la possibilité d'organiser des écoles, là, on voit les enfants partout dans les rues. Donc en fait, ils se demandent ce que cette génération va devenir. Avant, on entendait chanter, on entendait danser. C'est toute leur mémoire, c'est toute leur histoire qui est en train en fait de tomber. Aujourd'hui, ils sont en mode survie et il n'y a plus d'espace pour penser, il n'y a plus d'espace pour vivre. Ils sont juste en train d'essayer d'avoir un toit. Quand je parle d'un toit, c'est une tente pour la plupart et d'avoir un peu à manger et de l'eau. C'est ça en fait la réalité aujourd'hui. On a presque 1000 employés à Gaza, et c'est eux qui font tout le travail. Nous, on est là juste en soutien. Ils sont fatigués,
Ils doivent déjà gérer leur propre vie, ils ont déménagé plein de fois. Et à côté de ça, ils viennent tous les jours travailler, ils ont toujours le sourire. Certains, quelquefois, ils le disent eux-mêmes, ils commencent à ne plus supporter cette accumulation, en fait. Parce que c'est 2 ans presque de conflit, c'est 2 ans de bombardement, c'est 2 ans de mouvement, c'est aussi 2 ans où chaque semaine, on a un collègue qui nous dit qu'un de ses proches est mort. Chaque fois qu'il y a des pourparlers pour un cessez-le-feu, ils y croient. Ils se disent que peut-être ça va fonctionner. Sans espoir, il n'y a pas de vie, donc ils se disent, on ne sait jamais, ça ne va pas durer comme ça éternellement, ce n'est pas possible. Le monde va se réveiller, c'est juste que là, on ne peut pas dire qu'on voit beaucoup d'actions pour critiquer ce qui se passe. En revenant de Gaza, moi, je voulais rencontrer certains États, et notamment la Suisse, évidemment, parce que c'est un pays important au regard du droit international humanitaire. Et donc, l'idée, c'était de leur faire part de mon expérience, de ce que j'avais vu sur le terrain. Et donc, ce que je leur ai demandé, c'est en effet d'être peut-être plus vocal, en tout cas, que ça soit plus visible au regard du grand public et au niveau diplomatique, sur le respect du droit international humanitaire, des droits de l'homme, sur aussi l'assistance humanitaire. C'est vraiment notre rôle en tant qu'MSF de continuer à témoigner et à dire ce qu'on voit sur le terrain, puisqu'en fait les journalistes étrangers ne sont pas autorisés à rentrer, qu'il y ait au moins cette parole qui soit entendue et de pousser à la discussion, de pousser à ce qu'on en parle et à ce qu'on se dise non, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. On va être tous complices finalement de ce qui est en train de se passer et on ne peut pas juste se dire on n'a pas le pouvoir, on ne peut rien faire, c'est triste, on ne peut pas influencer les Israéliens, etc. Je crois qu'il y a une responsabilité collective.